Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, nous accueillons aujourd'hui l'économiste Nicolas Sterner sur la chaire Développement durable, environnement, énergie et société, soutenue par le groupe Total, que je remercie vivement. La candidature de ce chercheur et enseignant exceptionnel a été portée devant notre Assemblée par Roger Guenry, qui, dans un court instant, introduira notre nouveau collègue. Je saisis cette occasion pour exprimer l'importance que revêtent pour notre institution les chaires annuelles et pluriannuelles. L'enseignement qu'elles prodiguent permet au Collège de France d'agrandir et de diversifier son offre intellectuelle au-delà de celle associée à l'activité des chaires pérennes, dont le format et les contraintes sont souvent incompatibles avec l'activité hors collège des titulaires des chaires temporaires. Il peut aussi arriver que l'offre du collège ne soit pas suffisamment compétitive pour inciter des collègues à quitter des pays où la recherche et l'enseignement sont considérés comme des priorités et à s'installer définitivement parmi nous. Mais ne laissons pas une note mélancolique gâcher notre plaisir, ou plutôt son anticipation, d'écouter notre nouveau professeur et sa présentation par notre éminent collègue Roger Guenry. Cher Roger, à toi de jouer. Monsieur l'administrateur et cher Alain, chers amis et chers collègues, cher Thomas, la chaire annuelle dédiée au développement durable, à l'environnement, à l'énergie et société accueillit successivement un démographe, Henri Léridon, un économiste, Nicolas Stern, un chimiste des matériaux pour l'énergie, Jean-Marie Tarascon, un agrochimiste des biocarburants, Paul Colonna, une spécialiste de l'observation de la Terre depuis l'espace, Annie Cazenave, un expert de la biodiversité, Gilles Boeuf, et un spécialiste des ressources minérales, Georges Callas. Thomas, tu es économiste, personne n'est parfait, et je m'en réjouis, tu es le 8e sur la liste. À vrai dire, il y a quelques années, j'avais plaidé que pour boucler un cycle initié par la démographie et l'économie, l'on revienne aux sciences sociales, par exemple, en invitant un 2e économiste. La candidature de Thomas Sterner a donc été soumise à la procédure habituelle et présentée, puisque j'étais devenu entre-temps professeur honoraire, par Édouard Barr à l'Assemblée des professeurs, où il a été approuvé. Alors, je dois dire, il faut dire dès le début que ce n'est pas pour des raisons de quasi-homonymie avec le précédent économiste que nous avons eu le plaisir d'accueillir, Nicolas Stern, que tu as été sollicité, mais bien sûr pour la qualité, l'originalité d'un parcours et d'une recherche que je vais brièvement évoquer. Le parcours d'abord qui combine à la fois grande stabilité et grande variété. Stabilité de par la permanence de ton attachement à l'université de Göteborg en Suède, où tu as soutenu ta thèse en 1986 avant d'y devenir assistant, puis professeur, poste que tu occupes aujourd'hui. Donc depuis 20 ans, Thomas a été à l'origine de la construction d'une unité d'économie de l'environnement à Göteborg, qui a formé une trentaine de docteurs, souvent issus des pays en développement. Variété cette fois, celle de tes activités de conseil, de tes contacts et positions de recherche, de tes séjours universitaires longs. Voici un échantillon de ces activités. Première catégorie, dans la première catégorie, la participation au rapport du GIEC de 2013, en tant que coordinateur et auteur d'un chapitre du groupe 3 sur l'atténuation du changement climatique. Dans la seconde catégorie, tu as été chercheur à Resources for the Future, au Badger Institute à Statistics Norway, visiting chief economist à l'Environmental Defense Fund pendant un an à New York, membre de comités de recherche de plusieurs pays en développement, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Chine. Enfin, en ce qui concerne tes séjours longs, la liste inclut Mexico, Montevideo, Cambridge, Oslo, Washington et en France, Grenoble. J'allais oublier ton séjour préuniversitaire d'une partie de l'année à Montpellier pour, entre autres, apprendre le français. Le moment de ta venue à Paris, dans le cas de cette chaire, me paraît particulièrement bien choisi. En effet, si tu t'intéresses à d'autres sujets, comme l'économie des transports, la gestion des ressources agricoles et halieutiques, le cœur de ta production intellectuelle
porte sur la politique économique environnementale avec des applications aux problèmes d'énergie et de climat. Voilà une heureuse coïncidence. Au moment où Paris s'apprête à recevoir la COP 21, quelques-unes des têtes de chapitre de tes recherches illustreront ma remarque. Le coût social du carbone, les effets redistributifs de la taxe carbone, le taux d'actualisation et les choix à long terme, un sujet que nous avons indépendamment exploré en suggérant des pistes analogues. Et je profiterai pour ouvrir une parenthèse et dire que le 29 et 30 octobre, il y aura un colloque ici sur le changement climatique et l'économie du changement climatique que tu organises et auquel je suis associé. Et je termine ici cette publicité, je ferme la parenthèse. Donc je terminais simplement en disant un mot de la reconnaissance internationale de la qualité de la recherche de Thomas Sterner, qui est bien sûr attesté par le volume de ses publications scientifiques, l'obtention du prix Myrdal en Suède en 2008 et la présidence en 2008-2009 de l'Association européenne des économistes de l'environnement et des ressources. Qu'il me soit permis, pour terminer, de répéter que la présence de Thomas sur cette chaire, en particulier en ce moment, fait particulièrement sens. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Roger. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être ici et d'être invité dans cette belle maison au Collège de France. Je vous remercie beaucoup. Pour moi, c'est déjà un moment très important. Mais nous aurons bientôt à Paris une réunion encore plus importante et beaucoup plus sérieuse, celle de l'ONU sur le climat. Et nous sommes plusieurs qui sont assez inquiets pour son issue. Est-ce qu'on réussira à faire autant, suffisamment, et est-ce qu'on le fera suffisamment vite pour faire face aux défis du changement climatique? Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tous les instruments à utiliser. J'y reviendrai dans un moment, mais permettez-moi tout d'abord de passer en revue quelques autres problèmes environnementaux, car le climat, ce n'est pas le seul. Qu'est-ce que c'est un problème environnemental? C'est évidemment, ce n'est pas l'environnement qui crée des problèmes, c'est l'homme. Le fait de pouvoir observer la Terre depuis la Lune a aidé à l'homme à transformer notre compréhension de notre situation dans l'univers. Quand j'étais jeune, on croyait que les déchets disparaissaient si on les jetait dans la mer. Et l'OCDE a eu comme politique environnementale des cheminées plus haut. C'est-à-dire qu'on voulait envoyer des déchets un peu plus loin, c'est tout. Mais voyons cette image, on voit la Terre comme une unité, avec cette pellicule si fine où s'héberge l'ensemble des systèmes écologiques. Tout ce qui est vie prend place dans cette couche qui est si fragile. Et c'est la rencontre des hasards tellement uniques qui permet la vie. Nous devons apprendre à en prendre soin. Nous nous retrouvons face à une multitude de défis planétaires. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique dont tout le monde parle actuellement, mais aussi la perte de biodiversité, par exemple, et toutes les autres formes de pollution. Il y a dans notre environnement de plus en plus de substances potentiellement nocives, provenant par exemple de la géosphère, d'origine géologique, mais qui peuvent avoir des effets toxiques
ou soit les composés artificiels chimiques produits par l'industrie, dont souvent nous ignorons les effets de court et surtout de long terme. Ces substances se trouvent partout dans notre environnement, de la glace au pôle arctique jusqu'au cordon ombilical des nouveau-nés. La semaine dernière, j'étais à Lyon, puis à Grenoble, et j'ai assisté à l'avant-première d'un film sur la vie du grand glaciologue grenoblois, Claude Lorios. Et c'était très touchant, en fait. Et il nous parlait de la prise de conscience que ça a produit quand ils ont trouvé des traces dans l'Antarctique provenant des essais nucléaires à l'air libre. On croyait que c'était un endroit tout à fait intouché. C'est grâce à Claude Lorios, mais je ne savais pas. J'ai utilisé ce diagramme pendant 30 ans. C'est mon diagramme favori. Et je ne savais pas, en fait, que je le devais à Claude. Je l'ai utilisé beaucoup. Nous voyons ici le contenu d'oxyde de carbone pendant des centaines de milliers d'années. Les économistes, nous parlons souvent de court et long terme, mais ça veut dire 5 ans ou 10 ans ou 20 ans. Mais ici, c'est moitié million d'années. Et nous voyons la régularité que cet index et le contenu de CO2 dans l'atmosphère, ça a toujours été entre 200 et 280. Et c'est en fait Claude a raconté l'histoire de comment il a eu l'idée de chercher le contenu de dioxyde de carbone. Il fêtait un jour. La vie dans l'Antarctique était assez dure. S'il faisait moins 30, moins 40, c'était la canicule. Et normalement, c'était moins 50, moins 60. Un jour, il y avait une personne qui est venue, qu'ils avaient attendu une année, et ils voulaient fêter. Ils ont pris du whisky. Ils ont pris une épreuve de glace qu'ils avaient là. Ils ont mis la glace dans le whisky. Et Claude a vu beaucoup de boules d'air qui émanaient de la glace. Et donc, il s'est dit, cet air, ces boules d'air, ils datent d'il y a quelques milliers d'années. Il a eu l'idée d'essayer de voir s'il pouvait mesurer le contenu de dioxyde de carbone. Donc, il faut boire plus de whisky. C'est bien pour la recherche. Dans ma vie, mais en fait, pas seulement dans ma vie, dans la vie de mes enfants, les derniers 30 ans, cet index a changé de 60. Et ça atteint maintenant 400. On voit ici qu'il y a eu, quelquefois avant dans l'histoire, la même chose est passée. Mais ça a pris quelques mille années. Maintenant, on l'a fait en 30 ans. Ça veut dire que les conditions... On pourrait peut-être avoir des conditions bientôt en Scandinavie, d'où je viens, tropicales, mais il n'y a pas les conditions biologiques. Il n'y a pas toute l'infrastructure des bactéries, de tout ça qu'il faudrait. Il prend beaucoup de temps pour les écosystèmes de bouger. 30 ans, un changement tellement important en 30 ans, c'est évident que c'est un défi aux écosystèmes. Donc, il faut se demander à quel point l'humanité peut dégrader son environnement sans risquer de subir les conséquences lourdes. Et c'est en cherchant à répondre à ce type de questions qu'une équipe de chercheurs internationaux a introduit, il y a quelques années, en Nature, la notion de limite planétaire. Donc des seuils écologiques critiques à ne pas franchir pour éviter que le système Terre
nous bascule dans un état très différent de l'actuel et probablement moins favorable au développement des sociétés humaines. Voici des périodes géologiques. Il y en a beaucoup. Et il y a les experts dans cette maison qui connaissent mieux que moi. Moi, je voulais juste dire là, c'est l'histoire encore plus lointaine, des millions d'années. La période qui nous concerne plus particulièrement, c'est l'Holocène, période durant laquelle l'humanité était apparue, la dernière période. L'Holocène, c'est une période de stabilité remarquable qui a permis aux grandes civilisations de se développer. Et c'est juste pour ne pas compromettre cette stabilité qu'on a conçu les seuils planétaires dont je parlais il y a un moment. Et ils sont un effort visant à conceptualiser les limites à ne pas dépasser. L'humanité est devenue la force principale déterminante des conditions sur Terre. Et c'est à cause de cela que des chercheurs ont nommé l'actuelle période l'Anthropocène. Je ne sais pas ce que diront mes collègues géologues. Évidemment, ce n'est pas une période qui est reconnue comme une vraie période géologique. Mais je crois que c'est quand même bien plus qu'un simple jeu de mots. C'est une manière de nous rappeler que nous sommes maîtres de notre destin. Et si nous le sommes, et maîtres aussi du destin de cette planète, il faut bien relever ce défi consciemment. Si nous sommes le pilote de ce vaisseau spatial, il faut apprendre à le conduire. Et c'est là que je passe à mon sujet principal, c'est comment gérer l'économie globale pour un développement soutenable. Comment concevoir et mettre en œuvre les instruments de politique nécessaires. Tout d'abord, il faut un diagnostic. C'est comme quand on va au médecin, il n'y a pas question d'acheter simplement les médicaments, il faut d'abord un bon diagnostic, il faut bien comprendre quelle est la maladie. Pourquoi y a-t-il des problèmes environnementaux? Voici en fait l'ouvrage que j'ai écrit sur ce sujet et que j'utilise pour les thésards et parfois pour les ministres d'environnement. Après le diagnostic, il vient ensuite une revue des instruments, c'est mon menu d'instruments dont j'en parlerai dans un moment, destiné à corriger ces problèmes. Et enfin, l'analyse de la sélection et mise en œuvre de ces instruments. D'abord, le diagnostic. Pourquoi détruisons-nous notre maison? Ça pourrait tout simplement être la nature humaine, la recherche des gains, l'avarice, l'ignorance. L'homme est-il stupide, égoïste? Manque-t-il de maîtrise de soi? Si, peut-être, en fait, certains plus que d'autres. Mais nous, les économistes, nous pensons que c'est plutôt la structure du jeu, la structure de l'économie. Passons alors à l'illustration le plus importante de tout l'exposé. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez rien? Mais c'est ça, la théorie économique. Le plus important, vous ne voyez pas, c'est la main invisible d'Adam Smith. C'est le mécanisme du marché. Tout le monde en parle, le marché, oui, l'offre, la demande. Et nous sommes moins qui croyons que nous entendons comment ça marche, en fait. Et depuis Adam Smith, nous savons
que le marché, ça peut être un mécanisme très efficace, et d'abord beaucoup plus efficace que les alternatives. Mais il existe de nombreuses situations où le marché ne marche pas. Il y a des défaillances de marché. Par exemple, les externalités. Et les biens publics, les asymétries d'information. Et ce sont ces défaillances de marché qui motivent l'utilisation des instruments économiques. Une externalité, c'est par exemple l'effet produit par une entreprise, le fumet, ici. C'est un exemple classique. Le fumet est mauvaise pour notre santé, c'est un effet tout à fait réel, mais c'est un effet qui ne passe pas par le marché. Il n'y a pas de transaction sur le marché, donc c'est un effet direct, et donc il n'est pas pris en considération par l'économie. Nous avons réussi à réduire beaucoup des polluants dans les pays riches, mais souvent, on s'est contenté de les renvoyer plus loin, comme les déchets dont je parlais dans la mer, ou avec les cheminées encore plus grandes. On a envoyé c'est comme ça que nous avons nettoyé notre monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la distance entre les pollueurs et les pollués dans l'espace et dans le temps est devenue très grande. Mais en fait, c'est tout à fait concret. Quand nous conduisons une voiture ici, à Paris, nous participons à noyer des gens au Bangladesh dans quelques dizaines d'années. Mais cette distance, évidemment, ça cache un peu. Et ça complique beaucoup la mise en œuvre des instruments politiques. Je veux maintenant passer à mon menu d'instruments. Je vais vous montrer mon effort pour construire un menu dans un moment, mais tout d'abord, une petite revue historique des instruments. En commençant par les droits à la propriété. Les droits à la propriété, c'est l'instrument le plus fondamental de tous les instruments économiques. Sans allocation de droits, un marché ne peut pas fonctionner du tout. Donc, les premiers instruments résident simplement dans la définition même des droits de propriété, comme les clôtures, par exemple. Ça peut être de propriété privée, mais aussi propriété en commune ou propriété de l'État. Et les outils de défense de ces droits, qui peuvent être des flèches, comme ici. Je vais prendre de l'eau. Excusez un moment. Avec le passage du temps, on voit des instruments qui deviennent de plus en plus subtils, de plus en plus compliqués, des instruments plutôt de l'État. Et par exemple, la taxe carbone, dont je parlerai encore plus après, la fiscalité environnementale, les labels et le soutien, les instruments pour soutenir aux nouvelles technologies, qui est un instrument que je crois aussi très important, dont j'en parlerai davantage plus tard. J'aurais voulu, il faut dire que j'ai un complexe par rapport aux sciences naturelles, j'aurais voulu organiser les instruments d'une manière élégante, mais ce n'est pas si facile. Et ce que j'ai ici, c'est pas aussi bien organisé que le tableau périodique. C'est pas facile, en fait. Mais nous voyons ici un menu avec
4 catégories dont j'en parlerai. Tout d'abord, il y a les instruments ici qui ont leur effet direct sur le prix. Le prix est évidemment essentiel dans une économie. Et on peut avoir les effets, par exemple, sur une taxe qui augmente le prix, évidemment. La deuxième colonne ici, non, la deuxième colonne, ça se concentre sur les droits. Le troisième, sur les régulations. Le quatrième, ça contient des instruments juridiques, d'information financière. Et j'en parlerai de chacun de ces catégories un peu à son tour. Commençons donc avec les effets, les instruments qui ont leur effet sur le prix. La taxe, on l'appelle souvent pigouvienne, après l'économiste français Pigou, qui préconisait juste cette taxe dans des articles en 1930. Normalement, le niveau de cette taxe va correspondre aux dommages marginaux. Et nous avons vu à plusieurs reprises ici en France la difficulté de faire voter une taxe carbone. Je crois que c'est la 3e fois maintenant que ça a été voté en France. Et là, la Suède a marché mieux, en fait. Nous avons une taxe carbone très élevée depuis très longtemps. Mais c'est presque le seul pays d'en avoir. Il y a aussi des subventions. Une subvention, c'est comme une taxe négative. Il y a des combinaisons de taxes et subventions. On peut avoir, par exemple, une redevance remboursée. C'est comme une taxe sur quelque chose qui est mauvais, mais l'argent ne va pas au trésor public, c'est plutôt repayé aux pollueurs en fonction de quelque chose. Il y a des différents modèles. Vous avez eu en France la taxe parafiscale sur les oxydes d'azote, par exemple, et les oxydes d'azofre. Et c'était donc les pollueurs payés et tout l'argent était après dépensé au coût d'abattement chez les pollueurs. Ici, c'est un autre système français, le bonus-malus sur les voitures. Ça, c'est en effet comme une taxe sur les voitures plus polluantes et qui finance une subvention aux voitures qui sont meilleures. Passons à un sujet qui est tout à fait différent. Je me suis perdu là. Les sceptiques doutent du rôle des prix. Et moi, je suis convaincu. Ici, nous voyons le nombre de mariages en Suède. C'était 60 000, presque 60 000 dans les années 50. Et après, ça a été en chute légèrement avec la génération des 68 qui ne se sont pas mariés autant. Et tout d'un coup, dans l'année 89, il y avait 110 000 qui se sont mariés. Et ça là a été dû à un changement de loi sur les droits à la retraite des veuves. Alors, si on laisse décider quelque chose de tellement important et un peu privé comme le mariage, aux incitations économiques, je crois que le même devrait être le cas aussi pour notre autre grand amour, la voiture. Les gens n'aiment pas,
j'en ai parlé beaucoup de fois avant. Les gens n'aiment pas, en fait, croire qu'ils sont affectés par les incitations économiques. Ils disent toujours qu'il n'y a pas de choix. La maison est là, la crèche est là, le boulot est là. Je ne conduis pas pour plaisir. J'ai besoin de cela. Mais bon, les statistiques parlent et montrent que ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait le cas. Voyons ici, ce sont les prix dont j'ai choisi quelques pays ici. Les États-Unis, c'est l'endroit où c'est le plus agréable d'avoir une grande voiture. L'essence est bon marché. Et vous voyez l'effet, c'est la consommation en kilos par tête. Et évidemment, la consommation d'essence, c'est tout à fait lié linéairement avec les émissions de CO2. Évidemment. Passons à l'Italie. Je prends toujours l'exemple de l'Italie. Je ne sais pas s'il y a des Italiens ici. Ils ont les gouvernements les plus sages. Ils ont toujours choisi les politiques très environnementales. Ils ont toujours eu l'essence le plus chère du monde. Et cela, c'est bien pour l'environnement. L'utilisation d'essence en Italie est très basse. Vous voyez, c'est tout à fait un effet. C'est presque un miracle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez des économistes, mais c'est simple, en fait. Quand les choses sont plus chères, on utilise moins. C'est l'économie. Mais c'est un secret, ne le dites pas à personne. Hein. Mais c'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de déchets dehors. Les déchets, c'est des choses quand le prix n'est pas suffisant pour en prendre soin. Et si l'objet n'est pas cher, il faut mettre des instruments pour inciter aux gens. Donc, passons à la prochaine catégorie, ce sont les droits. Et comme je l'ai dit avant, les droits de propriété sont tout à fait primordiaux. Sans eux, il n'y a pas de mécanisme de marché. Mais parfois, ils sont difficiles à s'imaginer, comme le cas de l'atmosphère. C'est difficile à s'imaginer qu'on est les propriétaires de l'atmosphère. Mais dans ces situations, on peut avoir une espèce de proxy. Nous pouvons avoir des droits de marché à polluer. Voici le droit pour Thomas Turner d'émettre 1 tonne de SO2 aux États-Unis. Je l'ai acheté pour essayer de... J'ai passé une belle année là et je voulais aider à faire plus propre le pays. Donc, il y a 1 tonne de SO2 moins parce que grâce à mon achat. Selon les premiers calculs des entreprises, quand on a fait ce programme, c'était un programme pour réduire à la moitié les émissions d'oxyde d'azote, d'azufre. On calculait que le coût d'abattement serait environ $1 le tonne. Mais moi, j'ai pu acheter mon droit à $100. Cela, ça témoigne l'effet du progrès technique. Quand les entreprises, quand on leur demande tout simplement est-ce que vous pouvez réduire vos émissions, ils disent non, c'est très cher, c'est très compliqué, ça ne va pas. Si on met un prix, si on crée un marché, ils commencent à chercher des moyens de faire ça plus efficace. Et avec le progrès technique, on les trouve. C'est pour ça que nous avons des ingénieurs. Passons un peu à une espèce de bien public, des propriétés communes. Ce n'est pas seulement la propriété privée qui garantit d'efficacité. Le prix Nobel, Elinor Ostrom, elle a dédié sa vie professionnelle à démontrer en fait que Harding avait tort. Harding, c'est l'auteur du
tragedy of the commons, la tragédie des biens communs. Et selon elle, c'est plutôt une tragédie d'accès libre, quand il n'y a pas du tout de propriété, pas du tout de contrôle. Donc, ça mène à une surexploitation. Mais les droits communautaires peuvent, dans certaines conditions, et c'est juste les conditions-là sur lesquelles elle a fait sa recherche, ils peuvent aussi mener à une exploitation soutenable. Bon, passons à la troisième colonne là, de mon menu. Les règles. La réglementation a réputation d'être un peu inflexible, même stupide. Les gens demandent pourquoi être si rigide, pourquoi les règles, pourquoi pas donner aux entrepreneurs la liberté de choisir les techniques eux-mêmes. Cela est cependant une contradiction un peu fausse. C'est vrai que les règles peuvent être rigides. Les règles sont souvent rigides. Par exemple, on peut avoir la règle qu'il faut que chaque usine ait une cheminée de 32 mètres ou que chaque voiture ait une peau catalytique. Néanmoins, il est aussi possible de formuler les règles qui laissent beaucoup de flexibilité à l'entreprise. Quand, par exemple, la demande de que les émissions soient au-dessous d'une certaine quantité, X milligrammes de monoxyde de carbone pour chaque kilomètre, par exemple. Ça laisse beaucoup de flexibilité. Parfois, peut-être trop de flexibilité. Le choix d'instruments, ça a aussi un aspect qui touche la conception des droits de la nature en général. À qui appartient l'eau? À qui appartient l'atmosphère? Prenons l'eau. Est-ce que ça appartient au propriétaire du terrain qui est voisin à l'eau qui coule? Ou est-ce que ça appartient, par exemple, à l'usager qui a les droits historiques les plus anciens? Ou à l'État, ou à la communauté? Il y a plusieurs possibilités. Les réponses varient beaucoup selon le temps et selon les pays. Et nous savons que la droit à la propriété, par exemple, est très différente. En Suède, nous avons des droits de tout le monde d'accès libre à la propriété privée. C'est-à-dire qu'on peut aller cueillir des fruits, des champignons, faire du camping, une nuit à la fois, ça suppose, sur la propriété privée de quelqu'un. Si on essaie de faire cela aux États-Unis, on apprend fort vite que les droits à propriété sont différents aux États-Unis. Prenons le droit aux émissions ou à une fréquence comme 105,1 MHz à Paris, par exemple. Ces droits n'ont pas existé toujours. Ce sont des droits qui ont été créés récemment parce que nous avons eu besoin de ces droits. On peut aussi concevoir des droits qui donnent plus de revenus, par exemple de rente aux pollueurs ou soit aux pollués. Prenons l'exemple d'une taxe. Souvent, les gens parlent des taxes ou des permis. Et on confond deux dimensions là, de ce choix. Parce que la taxe, on pense, voilà, c'est un instrument évidemment de prix. Mais c'est un instrument qui donne les droits de propriété à l'État. Les permis d'émission, ils sont souvent alloués gratuitement. Et donc, ça donne le droit implicite à l'environnement aux pollueurs. Mais ce n'est pas obligatoire que ce soit comme ça. On peut utiliser, si on veut, un instrument. Nous avons des théories qui disent parfois nous voulons un instrument
de quantité, parfois on veut des instruments de prix. Si nous voulons un instrument de quantité, nous pouvons aussi, excusez-moi, choisir des instruments comme par exemple les permis aux enchères. Cela préserve les droits chez l'État, c'est plus proche d'une taxe. Pour gérer la circulation, dans quelques grandes métropoles, on réserve parfois les voies pour les véhicules à occupation multiple, les VOM. C'est pour combattre la congestion routière. Bon, les économistes disent presque automatiquement que non, il vaudrait mieux un prix. Le problème des régulations comme ceci, c'est qu'il y a souvent une manière pour le marché de trouver des moyens d'aller autour de la régulation. Et dans ce cas-là, ici, par exemple, on voit, c'est aux Philippines, ils ont juste ce système. Et cela a donné, ça a un aspect positif parce que ça a donné de l'emploi aux femmes qui ont récemment eu un bébé. Elles font une espèce d'autostop. Les automobilistes peuvent leur payer quelques sous. Elles montent dans la voiture, elles sont déjà 2 avec le chauffeur, un monsieur souvent. Elles sont 3. Et donc, ils peuvent aller sur la route plus rapide pour réserver au VOM. Et après une dizaine de kilomètres qui sont arrivés, le monsieur laisse la femme et le bébé, ils retournent à pied et ils font ça toute la journée. C'est une espèce d'emploi. Évidemment, c'est un peu pervers comme effet. Et ça ne réduit pas la congestion. Donc, passons aux 4e colonnes d'instruments, des autres instruments comme par exemple l'information. La provision d'information, c'est souvent une méthode très efficace et en plus c'est souvent une condition nécessaire pour tous les autres instruments. Donc c'est souvent une espèce de premier instrument. Et en Indonésie, l'Agence de l'environnement a trouvé qu'elle n'avait pas beaucoup de pouvoir sur les pollueurs. Les pollueurs avaient toujours les meilleurs avocats. L'Agence de l'environnement a perdu tous les cas qu'ils ont eus. Et donc, ils ont essayé de trouver un instrument plus simple. Et ils ont tout simplement classifié, ils ont fait une collecte d'informations, ils ont classifié les industries. C'est un programme qui s'appelle Proper. Les labels bleus, ça veut juste dire que l'entreprise a suivi la loi. Les émissions ne sont pas plus que ce qui est permis. Le label vert, c'était pour les entreprises qui étaient vraiment exemplaires, qui étaient proactifs. Les rouges, et encore pire, les noirs, c'était les usines qui ne suivaient pas la loi. Et apparemment, rien que la publication de ces labels a eu un effet assez rapide, parce qu'ici, on voit en 6 mois, il y a eu un changement. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réduit leurs émissions et donc ils sont passés d'une classification, par exemple, rouge à bleu. En France, nous connaissons le pouvoir, la valeur du système d'appellation d'origine contrôlée.
c'est un peu le même principe. C'est aussi un label. Les instruments ne sont pas peut-être toujours nécessaires. C'est la seule fois que je serai juste un petit peu technique, mais ici nous voyons un coût marginal d'abattement. Ici, le but du taxe, c'est juste d'inciter aux entreprises de réduire leurs émissions. Ils réduisent leurs émissions toujours que le coût d'abattement est moins que le taxe. Les entreprises, ils font d'abattement. Il y a en rouge ici le coût d'abattement. C'est payé pour les entreprises, évidemment. Mais les entreprises, ils doivent aussi payer le taxe, qui est en bleu ici. Parfois, les entreprises se plaignent. C'est une espèce de paiement double. D'abord, il faut payer pour abattre les émissions. Après, il faut payer encore aussi cette taxe pour les émissions qui sont quand même inévitables. Donc, les entreprises, ils peuvent parfois dire, et si on faisait ça volontairement, on va se mettre d'accord, on va tous réduire les émissions comme ça, et donc, il n'y aura pas besoin de taxes. On paie juste les coûts d'abattement, c'est génial. On paie juste les coûts d'abattement, et c'est l'accord volontaire. Non, voilà. C'est très populaire au Japon. J'étais dans le GIEC. J'ai passé 5 ans à négocier, à développer un texte sur les instruments, qui est un des chapitres du dernier rapport du GIEC. Et le représentant japonais, il a dit ça chaque jour, chaque fois qu'on s'est rencontrés, il dit « The best instrument, c'est l'accord volontaire ». Et finalement, on a dit « Oui, bon, c'est bien, si ça marche au Japon, c'est bien. Mais dans la plupart des pays, ça ne marche pas très bien. Mais apparemment, ça marche très bien au Japon. Moi, je crois que c'est parce que c'est déjà une industrie assez catalysée, assez comme une espèce de cartel. Et ils ne veulent pas laisser au gouvernement l'initiative. Donc, ils veulent tous décider eux, même si ça coûte, bon, s'il faut réduire les émissions, on le fait tout simplement. Il y a des instruments partout. Je peux, si vous voulez savoir plus, j'ai un cours en mai, juin, en Suède, ça prend 5 semaines, j'en parle de ça 5 semaines. Donc, je ne peux pas parler de tous les instruments, mais juste pour dire que, par exemple, le secteur bancaire est très réglementé, et il y a des règlements, il y a des règles qui peuvent, par exemple, être un avantage ou un désavantage pour l'énergie renouvelable, par exemple. Donc, toutes les règles du jeu de l'économie ont des effets sur les questions environnementales, et c'est juste une question de les étudier. Quand on doit choisir les instruments, il faut un critère de choix, évidemment. Les économistes, nous pensons souvent à l'efficacité. C'est comme si c'était l'instrument le plus important. Le but de l'efficacité est en effet d'épargner de l'argent, d'avoir le plus de travail pour l'environnement, le plus de propriétés de bâtiments, des émissions possibles pour un coût donné. Mais ce n'est peut-être pas le critère le plus important. Nous avons trouvé souvent l'équité, comme elle est perçue par les différents participants de l'économie, est plus important. C'est déterminant pour la faisabilité politique, parce que ce sont les lobbies souvent qui décident.
Ça devrait aussi être un secret. Mais en fait, la politique ne se fait pas. On pourrait s'imaginer que Monsieur le ministre a un problème, il demande à des économistes et nous écrivons une recette, ah voilà, là, c'est le meilleur instrument. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Dans la réalité, il y a une forte présence de lobbies, implicites ou explicites, dans la prise de décision. Et donc, le pouvoir des lobbies est très important. Il y a aussi beaucoup de différentes conditions de l'économie. Là aussi, je ne peux pas en parler de tout ça, mais juste prenons l'exemple du monopole. Si nous avons un monopole, c'est déjà une situation avec des prix trop élevés et une offre trop réduite. Donc, une taxe, ça ne marche pas dans les conditions de monopole. Mais prenons encore une fois juste la question des lobbyistes. Nigeria, c'est un pays avec beaucoup de problèmes déjà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas accès aux services de sanitation, de santé, d'éducation. Dans un pays comme ça, on devrait bien penser comment utiliser le budget. En Nigeria, on a utilisé entre le tiers et la moitié du budget pour subventionner l'essence. C'est vraiment scandaleux. Les effets de ces subventions sont très régressifs. La subvention est régressive parce que c'est les riches qui ont des voitures. Ça aussi, ça devrait être évident. Mais j'ai dû étudier cela empiriquement et publier un livre sur le sujet parce que les gens ne croient pas. Mais c'est comme ça. Néanmoins, quand le président a essayé de réduire et d'abolir ces subventions pour utiliser le budget pour des buts plus importants, le pays a éclaté en émeute. Il y a eu une cinquantaine de morts. Et ce n'est pas difficile à inciter à la violence dans les conditions telles comme elles sont en Nigeria. Mais ce sont les lobbies, peut-être par exemple les lobbies des compagnies fossiles, les compagnies routières. Ils ne sortent pas dans la rue et disent « ne touche pas mon Ferrari ». Ils ne disent pas ça. Ils disent « oh, ça va être mauvais pour les pauvres ». Mais les pauvres n'ont pas étudié l'économie. Ils ne comprennent peut-être pas, en fait. Ils pensent que chaque subvention est bien. Mais si on le pense un peu calmement, c'est évident qu'une subvention, ça prend la place d'une autre subvention. Le budget est limité, soit en subvention l'éducation, les services de santé, l'eau ou l'essence. Et donc, c'est aux pauvres de choisir. Et c'est évident que pour les pauvres, ce n'est pas l'essence qui est la priorité principale. Le président, il s'appelait Jonathan Goodluck. C'est maintenant l'ex-président. Certains problèmes, comme le réchauffement climatique, sont tellement complexes qu'il y a peut-être besoin de plusieurs instruments. Il y a en fait plusieurs défaillances de marché à la même fois. C'est une échelle mondiale, c'est très compliqué. Donc, il faut combiner des différents instruments. Mais cela, c'est aussi un art très compliqué. Il y a des instruments qui se laissent combiner, il y a des autres instruments qui ne se laissent pas du tout combiner. Et un instrument quitte l'effet de l'autre instrument. Malheureusement, sur le changement climatique, nous avons juste aujourd'hui, en fait, des mauvaises nouvelles. Cela, c'est un article qui vient de paraître dans la revue Nature. Il y a presque 24 heures, oui, c'était à 6 heures le soir, hier soir. Et moi, j'étais le lecteur, referee, pour cet article.
Et Nature m'a demandé d'écrire un commentaire, parce que Nature a jugé que cet article va être très, très important, mais elle est aussi très compliquée. Donc, on avait la crainte que peut-être que c'est difficile à comprendre. Et moi, j'ai écrit mon commentaire, c'était un peu pour expliquer au grand public. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu beaucoup d'interviews avec les médias allemands, suédois, américains, tout ça. L'article explique que le coût changement climatique sera beaucoup plus élevé de ce que nous avons cru. Et un des diagrammes, pour résumer, en fait, montre croissance économique et PIB comme fonction de la température moyenne du pays. L'optimum, c'est de 13 degrés, c'est peut-être plus ou moins comme ici, en fait. En Suède, c'est un peu moins que l'optimum. Et cela veut dire que s'il y a un réchauffement, c'est peut-être pas si mauvais pour les Suédois. Mais la plupart des pays dans le monde sont déjà trop chaudes. Et la courbe ici, en fait, les désavantages, c'est un peu asymétrique, mais les désavantages d'encore plus réchauffement dans les pays qui sont déjà chauds est beaucoup plus sérieux. Et cela veut dire qu'il y aura une perte de croissance très importante dans ces pays. Et nous allons voir une perte d'activité économique très importante et une augmentation de l'inégalité dans le monde. C'est-à-dire que surtout les pays chauds vont souffrir beaucoup, vont perdre beaucoup de croissance. C'est en fait de très mauvaises nouvelles, surtout pour l'Afrique et beaucoup de pays d'Asie aussi. Alors passons maintenant aux négociations. Il y a besoin d'un traité. C'est très important. Comme c'est un bien public à l'échelle mondiale, c'est tout à fait imprescindible, c'est tout à fait nécessaire que nous avons un accord avec tous les pays. Mais c'est juste cela qui a échoué. Cette photo, c'est de Copenhague, où on a montré malheureusement l'impuissance de toutes les grandes puissances. Et la question, c'est si cela se va répéter à Paris dans un mois. Alors, pour éviter cela, les politiciens ont changé un peu les perspectives. On ne cherche plus un traité qui couvre tout, un traité centralisé, fondé sur des principes de logique centralisés de l'ONU. C'est plutôt une architecture de négociation décentralisée. Chaque pays définit sa propre cible pour la réduction avec sa propre réduction d'émissions. C'est ça qu'on appelle les INDC, ce qui en anglais c'est Intended National Determined Contributions. C'est le mot-clé dans les négociations à Paris. Et les 4 mots-là, je trouve, au moins 3 sont assez problématiques. Le mot contribution, ça va bien. Mais les autres 3, c'est évident. Commençons par intended, c'est-à-dire prévu. Nationally determined, c'est-à-dire que chaque pays détermine soi-même. Prenons l'exemple c'est quand même une leçon de l'économie publique assez fondamentale.
que nous n'avons pas un État et tous les biens publics grâce aux contributions volontaires. Nous payons en Europe plus ou moins la moitié de nos revenus en taxes, et la plupart d'entre nous le faisons honnêtement, plus ou moins on est content, parce que nous savons que tout le monde le fait et que l'argent est bien utilisé ou raisonnablement bien utilisé. Mais il faut une espèce de coordination. Si chacun de nous, si ça suffisait d'avoir une contribution qu'on déterminait soi-même, si ça suffisait de prévoir, et peut-être la mise en œuvre, on voit après si ça marche ou non, c'est évident que cela, c'est un instrument plus faible. Mais je ne veux pas tout à fait être en contre non plus, parce que nous avons vu que le modèle plus centralisé à Copenhague a échoué. Donc, évidemment, il faut essayer autre chose. Et c'est possible. Je crois qu'Elinor Ostrom aurait peut-être dit qu'il faut d'abord voir ce que les pays veulent faire volontairement pour les rassembler de quelque manière, pour avoir un point de départ. Mais c'est juste un point de départ. Après, il faut les négociations, parce qu'il faut quand même, il faut ajouter toutes ces contributions individuelles et voir si c'est suffisant. Nous avons déjà vu, ce n'est pas suffisant. Nous allons vers 4 degrés de réchauffement. Alors, il faut réduire tout ça. Il faut un processus de négociation. Ce n'est rien qu'un point de départ. Aux États-Unis, beaucoup de mes amis sont plus positifs maintenant à Paris qu'à Copenhague. Ils disent qu'il y a plus de... On a laissé le mécanisme de Kyoto. La Chine a accepté de s'engager. L'idée d'un modèle plus décentralisé est populaire aux États-Unis. Pour la structure du pays, ils ont du mal, parce que c'est un pays fédéral, à s'engager dans les négociations. Donc, quand même, un des éléments les plus essentiels de politique, c'est le prix de pétrole. Moi, je suis préoccupé parce que je vois qu'aux États-Unis, le prix de gaz est moins élevé que dans les derniers 10 ans. Le gaz est bon marché. Ils sont juste au milieu d'un boom de gaz de schiste. Et moi, je crois que ce ne sont pas les conditions pour en politique achever de changement climatique. Il faut aussi prendre en compte que le monde est très inégal. Il y a des pays avec des émissions beaucoup plus élevées, comme les États-Unis, et des pays avec des émissions très bas, comme l'Inde. Cela implique des complications très grandes pour la formulation d'une politique. Donc, à mon avis, tout franchement, les perspectives pour un accord qui résout tout et qui est suffisamment contraignante à Paris, c'est pas des bonnes perspectives. C'est très préoccupant. Nous savons que le changement climatique va impliquer des coûts beaucoup plus élevés que ce que nous croyions avant. Les négociations ne vont pas très bien. Mes instruments favoris, comme le taxe au carbone, le taxe à l'essence, c'est pas très populaire. Il faut un traité international, mais le modèle centralisé n'est pas très populaire non plus. Les économistes disent que tout ce qu'il faut, c'est un prix sur le carbone. Et nous avons, dans un certain sens, évidemment
raisons. Si le pétrole et le charbon étaient très chers, pour quelques raisons, pour une miracle, ou si par exemple les protagonistes de Peak Oil avaient raison, il n'y aurait pas de problème. Et nous utiliserions de moins en moins de combustibles fossiles et d'une manière efficace. Mais la question, c'est comment arriver à ce prix si les négociations vont si mal. Et je ne veux pas terminer et vous laisser là avec un pessimisme tellement noir. Donc, je veux dire qu'il y a une chose qui, à mon avis, va mieux qu'attendu. Ce sont les énergies renouvelables. Ici, l'énergie solaire, c'est une vieille base aérienne américaine en Allemagne qui est maintenant convertie en usine de production d'énergie solaire. Les coûts ont été réduits 99% dans quelques décennies. La quantité d'énergie solaire se double tous les 2 ans. Tout cela, ce n'est pas suffisant. Le problème n'est pas résolu. Je ne veux pas dire autant. Je veux juste dire qu'il y a un petit espoir. Parce que l'espoir, c'est que les forces du lobbyisme du carbone, du fossile, ça va perdre de pouvoir. Avec la montée de ces énergies renouvelables, avec les prix réduits, ça va entraîner un développement avec encore plus de recherche sur les problèmes. Il y a beaucoup de problèmes de stockage et d'autres problèmes. Mais je crois que les forces de lobby des énergies fossiles seront affaiblies et que dans quelques années, il sera peut-être possible de faire des accords internationaux avec un prix sur... Il faut toujours un prix sur les énergies fossiles, sur le carbone, parce que sinon, on va utiliser autant d'énergie renouvelable et en plus fossile. Nous pouvons consommer 10 fois plus d'énergie facilement. Ce n'est pas de problème. Il faut arriver de quelque manière à un prix de carbone, mais d'y arriver n'est pas facile. Et je ne crois pas qu'on y arrivera déjà dans un mois dans le COP21. Mais peut-être on prendra quelques pas dans la bonne direction. Et c'est avec ça que je vous laisse et je vous remercie beaucoup. Là, c'est l'énergie éolique et solaire. Et je vous remercie beaucoup.